Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue sur les Sentiers du Réel dans les dernières interviews. Et oui, les dernières interviews des Sentiers du Réel, vous êtes au courant, je pense, hein, depuis la semaine passée au moins. Et puis depuis même, voilà, je vous l'avais déjà à peu près soufflé ci et là. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai traité au tout début de la chaîne, il y a donc 10 ans à peu près, donc cette année. C'était les Templiers. On va y revenir aujourd'hui, effectivement. On va parler des veilleurs Templiers aujourd'hui. Oh mon Dieu, ça va être un sujet, tout un programme avec quelqu'un que vous connaissez qui est déjà venu nous parler des ovnis apparaissant avant 1900, hein, avec notamment les dirigeables, etc. Vous irez voir, je mettrai de toute façon le lien. Ce fut une interview super, super intéressante, un reportage, j'ai presque envie de dire, hein, très documenté. Et aujourd'hui, ça va être le cas avec notre ami Mike Aldébaran, qui aujourd'hui nous fait l'honneur de partager tout son savoir sur les Templiers. Comment vas-tu, Mike? Eh bien, bonjour Alexis, bonjour à tous. Je vais très bien. Oui, oui, Mercadier Déjà Laurent, ça, c'est qui déjà un bon revient. plan. J'ai envie de te souhaiter quand même mes meilleurs vœux pour 2025. C'est vrai qu'on l'a pas Ben, encore moi fait. aussi, Et pour la il est chaîne temps. aussi, le Sentier du Réel. C'est gentil. Qui va bientôt Oui, s'appeler d'ailleurs Enigma Mundi. Donc voilà, c'est dit. d'accord. Cochon qui t'en dédie. Mhm. C'est voilà, vous êtes au courant de toute façon, hein, donc donc effectivement, aujourd'hui tu vas nous parler des Templiers, mais pas que, parce que bon, les Templiers, bien sûr, on connaît ou on connaît pas le sujet, mais en tout cas on le connaît très très mal. Tu vas même nous évoquer aujourd'hui les Néo-Templiers, parce que ça c'est C'est vachement ça. important pour moi, ça c'est vachement vachement important à comprendre. Qui sont ces Néo-Templiers? Est-ce que ce sont des usurpateurs? Est-ce que c'est la suite logique des Templiers qu'on a connus? Mhm. Les vrais chrétiens, hein, enfin, ceux qui ont défendu en tout cas une certaine chrétienté, etc., qui avaient un honneur, qui sont droits, on les connaît, hein, qui sont des chevaliers finalement religieux, moines en fait. Mhm. Et aujourd'hui, effectivement, tu vas un peu nous parler de tout ça, et notamment de quelques endroits aussi assez intéressants. Mike, en Eh tout cas, oui. je te laisse la parole, tu commences quand tu veux et par où tu veux. Eh bien, donc déjà, bonjour. Mercadier Laurent, donc de la Gazette de Rennes-le-Château, hein, que tu connais bien aussi, Rennes-le-Château. Exact. Voilà, on passe le Un bonjour confrère, voilà. à Johan et Voilà. Chris aussi à l'époque. Alors déjà, les Templiers, bon, on va revenir dans un temps du temps, les portes de l'ordre du Temple, puisque, eh bien, le chroniqueur, en fait, c'était rapporté par le chroniqueur Geoffroy de Paris, eh bien, Jacques de Molay, qui était donc le dernier grand maître des Templiers, a fait, on va dire, a prononcé un discours, voilà, et il a dit, Pape Clément, Chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant un an, je vous cite, apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Et là, il les a maudits. Et peu de temps après, justement, eh bien, le 20 avril 1314, Clément V meurt d'une affection intestinale. Le 29 novembre, Philippe le Bel meurt en cours d'une chasse au sanglier, jeté bas de son cheval. Et entre-temps, Guillaume de Nogaret est mort dans des circonstances étranges. Guillaume de Paris, grand inquisiteur de France, est poignardé. Les deux principaux témoins de l'accusation, Gérard de Lavernat et Bernard Palais, sont pendus. Et quelques jours après la mort de Jacques de Molay, les toits du palais royal sont recouverts d'une véritable nuée de corbeaux, comme un présage de malheur, un signe de deuil. Et c'est même un fait historique qui remplira les Parisiens de terreur un peu, et ça tournera un peu peut-être les nuits de Philippe le Bel. Alors, voilà, il y a plusieurs, on va dire, ordres templiers ou néo-templiers qui vont venir par la suite, mais il y a eu aussi le Portugal, notamment à Tomar, lors du Christ donc de 1319 au Portugal. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a aussi cette filiation où on soupçonne que le Graal pourrait être, on dit le Portugral d'ailleurs, qu'il pourrait être au Portugal. Parce qu'il y aurait pu avoir, alors il n'est pas uniquement à Montségur, hein, ou à Montserrat. Un certain dignitaire était venu à Montserrat en 1940 et avait dit, mais où est le Graal? Ben, non, il n'est pas là. Ah bon, ben, il n'est pas là, on repart. Un dignitaire allemand, hein, connaît. Et donc, en France, le seul héritier finalement officiel, c'était l'ordre des Hospitaliers qui a duré jusqu'à nous, c'est l'ordre de Malte, en fait. Alors,
il y a quand même des légendes qui assurent que le temple est devenu une société secrète après la dissolution officielle. Il aurait été à l'origine de la franc-maçonnerie. Alors il faut savoir que dans les hauts grades justement de la maçonnerie, ben, on revient toujours à l'ordre du temple. Donc il y a quand même un lien. Et il faut se rappeler que toutes les structures templières ou rosicruciennes de la maçonnerie moderne sont un peu des fabrications du 18e, du 19e siècle. Voilà. Alors, sans sédimentation d'apport antérieur véhiculé de la fin du Moyen-Âge. Par exemple, il y a l'époque napoléonienne aussi, et toute cette époque-là. Euh, il y a donc cette fable de l'affiliation templière à la maçonnerie, et ça a eu une influence quand même considérable sur nombre de jugements contemporains portés sur l'ordre des Templiers. Voltaire, Condorcet, l'abbé Barruel, Gérard de Nerval, Michelet ont glosé en fait sur tout cela. Alors il y a un château dont on va parler. Il s'agit d'un château en Espagne. Alors voilà, il y a des châteaux templiers, même en Espagne, hein. Et c'est un château, donc c'est le château de Ponferrada, qui se trouve en fait donc sur la ville de Ponferrada, située dans la province de Léon, au nord-ouest de l'Espagne. Et elle a été construite par les Templiers. Donc c'est une forteresse située donc à l'endroit où le Beaux-Arts rejoint le style, pour situer. Voilà. Alors en 1178, les Templiers s'installent le long du chemin de Saint-Jacques, sur concession de roi de Léon, et la forteresse de Ponferrada pardon, est l'une des principales implantations. Donc elle participe en fait aux actions militaires, à la colonisation aussi de l'ordre du Temple et lors de la Reconquista. Et après la suppression de l'ordre en 1312, le château passe sous la propriété de la couronne de Léon et Castille. Et puis après, ben, les années suivantes, il est cédé à plusieurs reprises à des familles nobles. Euh, par exemple, comme les Osario, les Castro, et il est récupéré à d'autres occasions par la couronne, en fait. Ce château est un des châteaux des veilleurs. Il y a plusieurs châteaux des veilleurs, mais ils sont éteints. Et il se trouve en Espagne. Et puis, il a surtout on va dire qu'il est particulier au niveau de la structure et de la construction. Voilà, vous pouvez le voir sur les images. Donc voilà, c'est un château donc, assez intéressant et très peu connu finalement, parce qu'on parle souvent de la forteresse de Tomar, mais celui de Ponferrada, personne n'en parle. Enfin, très peu en parlent en fait. On parle toujours de Gisors, on parle d'autres lieux. Mais là, celui-là, on n'en parle pas souvent et donc c'est un des châteaux des veilleurs. Voilà. Alors, ce que l'on peut dire aussi, c'est que on va voir les légendes en fait qu'il y a dans la survivance du temple. Alors, on va reprendre les quatre des principales légendes de la survivance du temple, donc après la dissolution de 1314. Alors, en premier lieu, il y a la filiation de Beaujeu. Selon un certain document, donc Jacques de Molay, quelques jours avant sa mort, confia la tâche à François de Beaujeu, qui était un membre de l'ordre, de récupérer un écrin de cristal. Et De Molay donc aurait initié Beaujeu et lui aurait confié la mission d'assurer la survie du temple. Et quand Jacques de Molay mourut, ben, Beaujeu réunit 9 chevaliers de l'ordre, rescapés de la rafle, et ils auraient juré de maintenir l'ordre en vie. En deuxième lieu, il y a la filiation d'Aumont. Et là, c'est en 1314, il y a Aumont et 7 autres chevaliers qui ont récupéré les cendres de Jacques de Molay et ont crié les mots Macbenac en jurant de jurer de venger l'ordre. Alors, Aumont se serait rendu en Écosse, sur l'île de Mull, et là, il aurait été désigné comme nouveau grand maître de l'ordre le 24 juin non, 1315. Et donc, ce noyau de Templiers, il est à l'origine de la constitution de la loge maçonnique Hérédom ou Sainte Maison. En troisième lieu, il y a la filiation l'Arménius. Et là, c'est une légende qui est propagée par l'abbé Grégoire, par Sédir et Guyot. Et l'Arménius, donc, qui était commandeur de Jérusalem, aurait été désigné par Molay comme futur grand maître. L'ordre alors serait resté dans l'ombre jusqu'en 1808, avec la résurgence officielle orchestrée par Fabré Palapra. Ensuite, en quatrième lieu, il y a l'affiliation de Godefroy de Gonneville. Désigné par Molay comme successeur, il aurait réuni un chapitre en Dalmatie, puis serait parti en Asie centrale où on perd sa trace. Donc là, on peut voir qu'il y a une liste non exhaustive des régions empires de 1314. Et en 1318, Dante d'Alighieri termine en cette année la trilogie de la Divine Comédie.
Et il fait allusion donc dans son livre à plusieurs reprises aux Templiers, à leur martyre, à leur résurgence. Voilà. Béatrice est entourée d'ailleurs dans l'Empyrée d'une assemblée de blancs manteaux, par exemple. Dante, euh, Guido Cavalcanti et les Pics de la Mirandole font partie des fidèles d'amour. C'est une confrérie en fait secrète à l'écart des luttes fratricides, qui opposait les Guelfes, partisans du pape, et les Gibelins, qui étaient partisans de l'empereur, à la ville de Florence. Voilà. Donc il y avait les Guelfes blancs, par exemple, Dante, il rejoindra les Guelfes blancs, par exemple. Donc il y a le camp des Gibelins et l'empereur Henri VII. Et par contre, les terribles, en fait, Guelfes noirs prendront le pouvoir à Florence en 1302. Et puis Dante sera condamné à la mort, malheureusement. Il quittera sa ville et il ne la reverra jamais. En 1737, là, on fait un bond de géant, ou un pas de géant. On passe au discours du chevalier Ramsay. Et là, c'est le 21 mars 1737 que le chevalier Ramsay prononce à Paris un discours qui constitue encore la charte officieuse de l'écosysme en France. Ramsay, donc, il introduit les croisés dans l'histoire maçonnique. C'est pour ça qu'on parle, à partir de 1700, il y a 1717, voilà, on le sait pour la maçonnerie, mais là, 1737, on va dire que c'est le commencement véritable on va dire, d'une maçonnerie templière. Mais qui arrivera bien plus avec la résurgence de 52, où là, vraiment, on ira dans le dur, en quelque sorte. Donc là, Ramsay, il introduit donc ces croisés dans l'histoire maçonnique. Il serait entré en société pour établir, en fait, les temples des chrétiens dans la Terre Sainte. Et se sera engagé, donc, par serment, à employer leur talent, leurs biens, pour amener l'architecture à sa primitive institution. Donc, il relie la chevalerie, l'architecture, il explique l'usage donc des signes anciens, des mots symboliques, par nécessité pour se distinguer en fait des Sarrasins d'époque. Et ensuite, l'ordre maçonnique sera uni avec les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ce qui explique pourquoi on dit des loges, certaines des loges qui ont dit, elles disent de Saint-Jean, les loges de Saint-Jean. Et de la Terre Sainte, l'ordre maçonnique qui aurait été introduit en Écosse, d'où les grades dits écossais. Donc, là, cette filiation directe, enfin, ou indirecte, entre la chevalerie et les Lumières, les croisades, l'Écosse, l'art royal, contribue à détacher l'ordre de ses bases andersoniennes, la constitution d'Anderson, dont on parle. Voilà. En 1756, il y a la stricte observance templière, la SOT, qui survit toujours, qui est toujours là de nos jours. Il y a même 54 plus ou moins structures en fait autour de cette SOT. Et là, c'est le baron von Hunt. Et donc, on est en 1743. Le baron de Hunt, qui était un maçon allemand, aurait été initié à des hauts grades templiers par un dignitaire écossais, Charles-Édouard Stuart, qui avait la charge en fait de développer le système templier sur le continent. Alors cette filiation templière provient en fait d'une persistance de l'ordre du Temple à travers donc la création, grâce à Robert Bruce, qui est le premier roi d'Écosse, de l'ordre du Chardon, qui accueille les Templiers français en exil lors de la dissolution du Temple par Philippe le Bel. Et de retour en Allemagne, le baron Hunt, il crée en 1756 la SOT, ainsi nommée parce qu'en fait, il y avait quand même une discipline rigoureuse qui y régnait et il se réclamait véritablement de l'héritage templier. Alors ce régime, organisation de l'ensemble des grades, se développe largement en Allemagne, en Scandinavie. Il recrute même parmi les loges d'origine anglaise qui deviennent ainsi rectifiées. C'est pour ça qu'on parle du RER après. Modifiant le statut pour permettre aux nouveaux grades templiers, le maître écossais par exemple de maçonnerie, et puis le baron de Brunswick après devient grand maître en 1572 pour réorganiser le système. Voilà. Et donc c'est pour ça que le rite après prend le nom de rite régime écossais rectifié, d'où RER. Ça vient de là, en fait. Et donc 1774-1782, c'est l'apparition donc du rite écossais rectifié au sein de la maçonnerie. Et là, on voit vraiment l'affiliation directe, en fait. On comprend mieux. En 1808, il y a quelqu'un qui est très important, c'est Bernard Fabré-Palaprat qui crée l'ordre du Temple jusqu'à 1863. En 1890, il y a l'ordre catholique de la Rose-Croix, du Temple et du Graal, par quelqu'un qui est assez connu aussi dans les mythes du Graal, c'est Joséphin Péladan. C'est un mystique ésotériste. Ensuite, il y a en 1905 l'ordre nouveau du Temple. Là, c'était en Allemagne.
c'était Jan Lans von Jebenfels, qui, fondateur de la revue Ostara, inspira par la suite d'autres mouvements comme la Nouvelle Droite, Alain de Benoît, le GRES, c'était le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, qui après est devenu Ordre Nouveau par la suite, puis la revue Éléments, le Club de l'Horloge, et aussi les revues Nouvelle École, avec l'idée nominaliste, et là on est proche de Powell's. Voilà. Donc là, c'est ce qui a amené à cela. Voilà. Le Grèce, par exemple. En 1904, il y a lors du Temple rénové à Paris par René Guénon. Donc aussi quelqu'un de très important dans le symbolisme et l'ésotérisme. Et là, on passe à 1945, où il y a l'ordre souverain militaire du Temple de Jérusalem. Et là, c'est là qu'est créé, en fait, par Antonio Campelo Pinto de Sousa Fontes, qui est détenteur, en fait, des archives de la branche belge, qui est issu de l'ordre du Temple de Fabre Palapra. Eh bien, ils font l'OSMTJ. C'est un des premiers mouvements, et c'est l'ordre souverain militaire du Temple de Jérusalem. En juin 52, eh bien, cette fameuse résurgence templière des Veilleurs. Et puis, en 59, la résurgence donc, des Veilleurs prend le nom d'OTS, mais pas l'OTS qui est devenu ensuite, mais le premier OTS. Voilà. Et il y a le livre solaire, d'ailleurs, qui est fait en 59. En 60, eh bien, c'est Fernando Campello qui prend la tête de l'OSMTJ. Et en 65, il y a la fin, mais je reviendrai dessus bien après, il y a la fin de la résurgence donc, des veilleurs officiels. Et après, c'est là qu'il va y avoir des mouvements des Templiers qui, au départ, étaient ensemble, puis après, ils s'opposent. Donc, il y a l'ORT et l'OSTS. Mais je reviendrai dessus après. En 62, il y a le souvenir templier. Et ça, c'est Philippe Encausse et Robert Ambolin. Robert Ambolin, qui n'est pas n'importe qui est le réformateur, on va dire, de Memphis-Mizraïm. Voilà, Memphis et Mizraïm, qui étaient des loges égyptiennes napoléoniennes de l'époque. En 63, il y a la nouvelle observance templière à Nice. Et là, c'est pareil, ce n'est pas un inconnu, c'est Alfred Weisen qui a écrit L'île des Veilleurs. L'île des Veilleurs, donc là, il décrit le Verdon. Donc, c'est toute une fable, en fait, et qu'on peut rattacher aussi, par exemple, à Jimmy Dieu, avec l'Ordre Vert, son livre L'Ordre Vert, qui reprend en fait la commanderie templière de Montfort-sur-Argent, qui était tenue par Gérard Couette à un moment donné, voilà, dans certaines années. Et donc là, on est dans la région de Nice et du Var. Voilà. Là est né en 70 l'ORT, donc à Chartres, et donc c'est l'ordre rénové du Temple, avec l'aval donc de Ralph M. Lewis de la Morque. Raymond Bernard, qui était le grand maître de la Morque, fonde l'ORT. Voilà. En 70, donc il y a une scission au sein de l'SMTJ et il y a l'OSMTH. C'est des multiples de cash, de multiples, voilà. En 71, Raymond Bernard abandonne la présidence de l'ORT. Il est remplacé par cette fonction par Julien Aurigas, qui va devenir grand sénéchal de l'ordre. Aurigas, je reviendrai dessus après. Et puis, en 70, il y a l'ordre de la Ligue des Templiers modernes de Jérusalem. Là, c'est Despradels. Et puis, 71, Raymond Bernard se retire du conseil d'administration de l'ORT et toutes les activités au sein du mouvement. En 72, c'est Julien Aurigas, on l'appelle aussi Humbert de Francesbourg, qui devient le grand maître de l'ORT. En 72, Raymond Bernard démissionne de l'ORT et tout lien entre la Morque et l'ORT est officiellement rompu. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour être bien vu de la Morque, en fait, les idées un peu droitistes de Aurigas, ça plaisait pas trop, enfin, ça pouvait être mal vu. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, ils se sont scindés. Voilà. En 72, il y a le collège templier à Caluire-en-Cuire. Et là, c'est Jean Soucas et Paul Soucas. Voilà. Et d'ailleurs, le Soucas, on reviendrait dessus après, officiait au château de Soult, qui était en miroir du château des Veilleurs. Mais comme à Rennes-la-Château, tout est en miroir, et là-bas aussi. Il y avait aussi une sorte de miroir. Oui. Et le collège templier s'inscrit dans le droit fil de la résurgence templière des Veilleurs. Et là, il y a l'ordre des Veilleurs, pour le coup, les ordres des Veilleurs du Temple, c'est Militia Templi, qui est créé en 73 à Montpellier par Metsch, Damnan et Pierre Mazer. Et là, donc en 73, 650 ans après le chapitre de Dalmatie, là on revient à la filiation de Godefroy de Gonneville,
l'ordre du Temple ressurgit à l'aube du XIIIe millénaire, en fait, sous l'impulsion des fidèles d'amour, par l'intermédiaire de l'ordre des veilleurs, l'OVDT. Donc, c'est le tiers ordre du Millennium Templi. Et pendant 9 ans, l'ordre des veilleurs du Temple ont mis en place des structures par l'enseignement jusqu'en 82, où il est apparu vraiment au grand jour. Et cette même année, eh bien, eut lieu lors d'un conclave l'élection du 23e grand maître de l'ordre du Temple. Et quand j'ai fait des conférences, justement cet été à Rennes-la-Château et Rennes-les-Bains, eh bien, j'avais fait une conférence sur les néo-templiers, eh bien, ils sont venus me voir. Ils sont venus me voir, ils ont distribué des brochures. Il y avait Ludovic Richer qui était là, d'Arcana, il y avait Gino Sandri qui était là, l'ancien d'Argonia. Et puis ils ont amené des brochures et puis ils sont venus voilà, nous amener les brochures. Là, c'était pour la réunification, la réunion de tous les ordres templiers, voilà, pour que tout le monde s'entende bien. Voilà, c'est le projet ACTI, voilà, donc l'Alliance Chevalerie Templière Internationale. Voilà, donc là c'est l'ordre des veilleurs. En 76, il y a le Cercle du Temple du Saint Graal qui est fondé par Jean-Marie Parent. Et puis il y a un ordre du Temple cosmique, hein, ça existe aussi. Euh, L'ordre voilà, il y a une création d'un ordre du Temple cosmique. Donc c'est pas l'OTS, c'est l'OTC. Et il y a aussi la fraternité johannite pour la résurgence templière qui est créée par Jean-Marie Parent et Roger Facon. Roger Facon qui n'est pas inconnu de Rennes-la-Château, mais aussi de toute cette mouvance-là. Puisqu'en 78, eh bien, il y a cette fondation dont la fraternité johannite pour la résurgence templière. Voilà. Et puis, voilà, il y a on parle de Jouret, hein, donc Luc Jouret, qui était donc du sinistre OTS, qui est installé par Julien Auregas à la fonction de grand maître de l'ORT. Mais il n'a aucune fonction administrative de l'ordre puisqu'il sera vite débarqué. Donc, il a en quelque sorte fait un putsch, mais il a été débarqué très rapidement. Et je reviendrai dessus après. Et justement, en 83, décès de Julien Auregas, c'est à ce moment du décès que Jouret, en fait, veut prendre la tête, en fait, de l'ERT, ce qu'il n'a pas pu vraiment. Et donc, comme il est débarqué, il crée en 84 l'OICTS, qui s'appelle l'Ordre international chevaleresque tradition solaire, et aussi l'Ordre TS, Ordre tradition solaire. Et là, il y a une scission avec l'ORT. Donc ça, c'est avant l'OTS. Et en 88, il y a l'Ordre souverain du Temple initiatique à Paris, et Raymond Bernard, donc, qui fonde le CIRCES, le Cercle international des recherches culturelles et spirituelles. Donc, j'ai une brochure là que je vous montre. Et il fonde aussi l'ESTI. Donc, c'est l'Ordre souverain du Temple initiatique. C'est un peu pour faire voilà, c'est un peu comme l'Actis, comme l'éveilleur. Il veut faire une congrégation, on va dire, des différents ordres néo-templiers. Voilà. Et en 90, justement, l'OCITS, l'Ordre international chevalier de tradition solaire, prend le nom de l'ordre de l'OTS, de sinistre mémoire, ce qui va arriver ensuite. Voilà. Et en 92, l'Ordre des veilleurs du Temple se dote d'une structure appelée Ordre du Temple international. C'est là qu'il fédère en fait des ordres de différents pays, la France, l'Italie, l'Allemagne, enfin toute l'Europe. C'est comme ça qu'après, il y a une internationale, on va dire, néo-templière qui surgit. Et la SOT contemporaine, en fait, elle fut préparée par un cercle d'études dont les membres se réunissent depuis 93. Voilà. Mais une première loge, en fait, était consacrée en avril 95, avec un collège, voilà, consacrant des maçons émérites, avec des hauts grades, des hautes responsabilités. Et puis la SOT se divise en deux divisions. Il y a la GLESO, donc Grande Loge écossaise de stricte observance, et l'OISO, voilà, l'OISO OISOT, qui est en fait l'ordre illustre de la stricte observance templière. Donc là, c'est deux branches en fait des loges de Saint-Jean de Jérusalem, voilà, qui veulent perpétuer les rituels et tout cela. Alors en 2005, il y a un rapport de la Sommet. C'est une information donc, qui est très discrète, hein, puisqu'elle n'a été publiée sur aucun site du Vatican. Benoît XVI aurait envoyé, donc, début novembre 2005, un courrier regrettant, s'excusant pour les torts commis par Clément V à l'égard des Templiers, accordant le droit à l'organisation néo-templière allemande la Sommet,
dirigé par le grand maître Bernd Sventek, de porter le nom de Templier et de figurer dans les annuaires officiels comme Ordre international des Templiers, avec bénédiction papale. Donc là, c'est un peu on efface l'ardoise, on remet ça. Mais bon, le Vatican, quand même, a officiellement désavoué la nouvelle le 19 décembre 2005, assurant que les documents avaient été falsifiés. Alors, on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Voilà. En tout cas, il y a eu peut-être une main tendue, mais une main dans le dos, hein. Exact. Une clé de bras. Oui, oui, oui. Mais après, on s'étonne qu'il y a autant d'embranchements dans tous ceux que tu viens de citer. J'ai même presque l'impression, hein, et de manière caricaturale, ne m'en veuillez pas, cher. Il y a autant d'Templiers que de fromage. C'est mon grand-père qui Oui, disait ça, oui, et puis j'ai dit-il. l'impression que tout le monde peut créer finalement sa propre branche. J'ai C'est l'impression un que peu ça. c'est un peu le bordel, quoi. Ah, c'est très compliqué, ouais. C'est C'est horrible. très compliqué. Et donc, il y a le collège templier qui regroupe en fait justement des anciens de leur tradition solaire, ou tout au moins d'autres membres, mais qui font un travail sérieux. Et il y a un livre justement qui est sorti en 2005, que je vais présenter ici, qui s'appelle Révélation templière vers le règne du Saint-Esprit, édité chez Dervy. Et donc assez peu connu, mais qui est intéressant à lire en fait pour comprendre certaines choses par rapport au collège templier et toute cette mouvance-là. Alors là, on va passer maintenant à différents ordres templiers, mais notamment justement celui des veilleurs. Alors le 12 juin 52, l'ordre du Temple disparu ressurgit. Et il faut savoir que le château des veilleurs, ben, c'est dans ce même édifice qu'Hugues de Pin l'avait fondé. Alors ce jour-là, l'éminent occultiste, le veilleur, rallume la flamme des croisades, en quelque sorte. Les communications embrassent le petit monde de l'ésotérisme et raniment les moines soldats. Le veilleur est donc entouré d'émissaires maçons, notamment de la Grande Loge nationale française, donc la GNF, et convaincu par cette renaissance, il y a un millier de frères férus de rites néo-templiers, enfin de rites templiers, quittent la GNF et donnent naissance à une nouvelle obédience, la loge maçonnique Opéra. Opéra qu'on va retrouver dans plusieurs organigrammes, qu'on comprendra par la suite. Les services secrets, y compris la SDCE, ancêtre de la DGSE, s'intéressent de très près à la renaissance templière, donc des veilleurs, qui sera baptisé Ordre souverain du Temple solaire OSTS. Voilà. Alors, le terme moine soldat est approprié parce qu'en fait, on assiste à une nouvelle croisade. Mais cette fois-ci, c'est une croisade anticommuniste d'Alendul. Puisque le château des veilleurs est doté d'une crypte. Et à la réunion refondatrice, en fait, on voit que le bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, il est surreprésenté. Et alors, cet organisme ne manque pas justement d'honorables correspondants, d'initiés, et il joue un rôle essentiel dans la politique d'influence française. Et un peu partout dans le monde, même dans les anciennes colonies, des États plus ou moins indépendants commandent à la France des recherches sur tel ou tel produit, par exemple, qui pourraient se trouver dans les sous-sols. Et ces commandes sont d'autant plus aisées que la coopération française, en fait, les finance largement. Et en cherchant du pétrole ou de l'or, on peut trouver des tas de richesses. Et donc, les États commanditaires ne reçoivent souvent qu'un cinquième des résultats. Et l'adhésion à la GNF, en fait, contribue à anesthésier les présidents des anciennes colonies, et le reste alimente une banque de données hautement stratégique et sur les ressources du sous-sol de la planète. Voilà. Et c'est là que Henri Lair il commence justement à créer la Société anonyme des minerais. Alors on peut constater qu'il y a une centaine d'organisations en France, templières, avec des effectifs variant de 40 à 1000 membres. Par exemple, la loge LNF Opéra a doublé ses effectifs et de 2000 membres. Et c'est une loge qui est proche des réseaux issus du gaullisme. C'est important ça, toute cette époque gaulliste, on va revenir dessus. Donc l'ancien et mystique Ordre de la Rose-Croix, Lamorque, initié par le veilleur illuminate Raymond Bernard, est devenu le grand maître des loges rosicruciennes francophones en 59, un an après le retour de De Gaulle. Et c'est pas pour rien. Parce qu'en jugé par son influence à lui sur nombreux chefs d'État, le titre équivalait presque à un statut de grand sorcier france-africain. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là est née la France-Afrique, suite à tout cela. Raymond Bernard a cédé la place à son fils Christian, devenu en 90 le grand maître mondial impérator.
L'ordre souverain militaire du Temple de Jérusalem, le SMTJ, est dans la même veine, puisque là, on voit que c'est une multinationale de l'ésotérisme qui se crée au début du siècle. En 70, donc, il y a les hommes de Charlie Lascaux, proches de Charles Pasqua et du SAC, organiser un putsch au sein de l'OSMTJ. Et là, on voit que les barbouzes du service action civique, donc, le SAC, n'auront de cesse d'infiltrer les commanderies de l'ordre du Temple, récentes, hein, bien sûr. Et en plus, l'OSMTJ européenne dépend de l'OSMTJ américaine. Celle-ci aurait été infiltrée par la CIA, car jugée a priori favorable au test de l'armée. Et on se rappelle à l'époque, la CIA qui avait infiltré même les contrats au Nicaragua, la CIA qui infiltre le crack un peu aux États-Unis. Voilà. Mais on est un peu dans le même mode, sauf que là, ils infiltrent les groupes néo-templiers. Ils sont partout. Je suis partout comme le livre, le C'est magazine. ça. Je suis partout. Comprenne qui pourra. Donc, il y a. J'en étais où? Donc, voilà. Il existe une commanderie militaire française au temps des chevaliers templiers de Jérusalem. Donc, des moines soldats très établis dans les milieux de la défense nationale. Voilà. Voilà, on dit ça partout. L'ordre du Temple solaire, auparavant appelé Golden Way, a été fondé en 83 par Jody Mambro. Cet ancien grand maître nîmois de la Rose-Croix était en lien avec les membres de la loge P2. On connaît bien la loge P2 pour ses diverses activités mafieuses qui a abouti, qui a inspiré d'ailleurs des loges comme la loge Athanor, puis récemment où il y a eu quand même des choses assez graves qui sont passées. Donc, 72 membres au moins de l'OTS étaient rosicruciens de base. Jouret était un ancien membre de la GNF Opéra et de l'Ordre rénové du Temple, fondé par Raymond Bernard. Jouret qui était lié au service secret belge et sponsorisé par l'OTAN. L'une des plus grosses institutions financières canadiennes, la Caisse de retraite Hydro-Québec, a été noyautée par l'OTS, qui n'a pas perdu tous ses relais dans la finance française. Et donc on voit que la doctrine de l'OTS en fait s'inspire directement de celle des Rose-Croix, avec une méthode spirituelle visant à influencer les grands dirigeants de la planète. C'est pour ça que je parle de France-Afrique. Lors du Temple solaire, en fait, c'était une caricature tragique en fait de ces organisations à tiroirs qui comportent divers degrés d'initiation, entretiennent des caches secrètes. Et le commandant de police Gilbert Houvenagel, qui a dirigé l'enquête justement sur l'OTS dans le Vercors en 95, eh bien, il est s'entendre dans son rapport de synthèse que le chef d'orchestre de l'OTS, ça pourrait être non pas Jody Mambro, mais Raymond Bernard. Ça, il n'avait jamais été inculpé d'ailleurs. Le seul qui a été jugé, c'était le chef d'orchestre d'Imambro, le chef ami de Imambro, pardon, c'était Michel Tabachnik, qui était auteur des textes ésotériques en fait de l'OTS, qui n'a pas eu lien directement avec les massacres, puisqu'il était plus sur une branche ésotérique. Il avait fait les archers et les hautes études solaires, et finalement il a été acquitté au procès d'un terme d'un procès biseauté. Voilà. Et Raymond Bernard, en fait, il fait le lien étonnant entre toutes les nébuleuses. Il est presque dans tous les organigrammes, puisqu'on voit qu'il est membre de la Grande Loge de France, il a appartenu à la Genève Opéra, il est membre de la MORC, il a été commandant de l'OSMTJ, il a créé l'ORT, à laquelle du tête il a propulsé Origas. Et donc, ces organisations, elles se plaisent en fait à brouiller les pistes, changer de nom, multiplier les cercles intérieurs, accessibles aux initiés. Et Bernard, donc Raymond Bernard, a influencé et initié nombre d'Africains, notamment des chefs d'État comme Omar Bongo, Paul Biya, sont des rosicruciens. Voilà. En 88, d'ailleurs, Raymond Bernard donc, fonde le CIRCEL, dont j'ai parlé tout à l'heure, et il a admis que son disciple Paul Biya avait versé 40 millions de francs au CIRCES et lui a alloué, à titre de conseiller personnel, une indemnité de plusieurs millions. Et une bonne partie de cet argent venait des recettes pétrolières du Cameroun ponctionnées. On dit en fait tout ces mouvements des Templiers, ce n'est pas qu'une fable, c'est qu'aussi il y avait un lien avec l'État très proche et même parfois dangereux. Et on comprend mieux, voilà. Alors, ce Raymond Bernard, on l'appelait aussi Saint Rosenkreutz, euh, donc grand maître de la Morque. Il sera grand maître secret dans les années 70 de l'ORT, et il a fréquenté la résurgence templière des veilleurs. Alors, le veilleur, donc, la trécation de la mort et des sociétés néo-templières est une composante à part entière du phénomène français.
Ça, c'est vraiment surtout en France qu'on voit ça. Alors, le veilleur, il se lie d'amitié avec Robert Desnos. Euh, il s'était engagé dans une quête initiatique et sans doute à l'origine de tous les ordres néo-templiers actuels. C'est l'ordre donc de pratiques ésotériques, dit théurgiques, donc une tentative de fusion avec le divin, donc au château des Veilleurs, entre 51 et 52, qu'il ressent une présence templière, qui l'amène justement à promouvoir une renaissance de l'ordre templier médiéval. Voilà ce qu'on peut voir. Des mystérieux graffitis dans le donjon avaient intrigué le propriétaire du château des Veilleurs, ce qui incite justement à comprendre et à avoir une signification ésotérique. Et c'est là que justement le veilleur avait des talents pour déchiffrer certaines choses, des talents médiumniques. Et c'est pour ça que on lui a proposé de venir au château des veilleurs pour décrypter les mystérieux graffitis, en quelque sorte, et différentes choses qu'il y avait au château des veilleurs. Et on rencontre aussi, donc, dans ce château des veilleurs, Jean Soucas, qui est le fondateur de l'ordre souverain du Temple, OSTS. Voilà. Donc là, il y a l'ORT et l'OSTS. Et donc, dans les années 70, l'ORT donc, recrute tout naturellement dans les rangs de la Morgue. Il devient, on va dire, le premier ordre néo-templier vraiment important, numériquement parlant, très structuré, tant dans les aspects matériels que pratiques, puisqu'il y a quand même 2000 membres, une vingtaine de commanderies et maisons, un bulletin de liaison interne qui s'appelle les Nouvelles Templières. Et on voit que sous Julien Aurigas, eh bien, le RT essaime en de nombreuses sociétés secondaires, comme l'Ordre des Veilleurs du Temple, la Fraternité Johannine pour l'insurgence templière, le Cercle du Temple du Saint Graal, l'Ordre des Chevaliers du Temple du Christ et Notre-Dame. Il y a aussi les loges de l'Agartha, dont a parlé justement un petit peu justement mon ami Daniel Robin, les Templiers de l'Agartha, c'est en référence justement aussi à cela. Et donc, il y a une prise en fait d'autonomie des mouvements néo-templiers, d'abord avec la franc-maçonnerie, puis avec les Rose-Croix, et qui coïncide justement avec la littérature, la prolifération de la littérature néo-templière. Et on voit les Templiers sont parmi nous, et dans l'organigramme, puisque c'est 67. On est dans toute cette période-là. Alors, en début 80, Aurigas s'est invité, donc c'est là qu'on voit le rapprochement et ce qui va aller vers une dérive. Aurigas est invité à donner des conférences à la fondation Golden Way en Genève. Donc Jaurès et Di Mambro intègrent à tort l'ORT et décident de faire entrer l'ordre dans l'ère du Verseau, le transit Verserius. On comprendra ce que ça veut dire. Et c'est pas qu'une affaire de style, hein, parce qu'en fait, les manœuvres de sédition de cela provoquent l'alarme et le désarroi des proches d'Aurigas. Et c'est là qu'il y a une lutte fratricide, en quelque sorte, qui va se faire. D'où naîtra en fait voilà, le fameux OCITS et puis OTS après. Par contre, le RT continue actuellement et il est bien vivant. C'est une option néo-templière mais pacifique, hein, qui n'a plus rien à voir avec celle d'Aurigas, qui répond aux besoins de spiritualité actuels. Voilà. Alors maintenant, on va parler du château des Veilleurs et les expériences de communication. Voilà, ainsi que celle voilà, de mon grand-père Guithieu qui a travaillé directement avec le VR dès 1960, voilà, et devenant ainsi le 24e membre de la crypte. La crypte, c'était une organisation créée par le veilleur. Il fait connaître donc le livre solaire et mon grand-père donc donne des cours d'explication de l'œuvre entre 1960 et 62 au 34 rue Godot de Mauroy dans les locaux de Gîtes de France. Et puis il est l'initiateur auprès de Patricia Daré dans le livre donc, Le Templier m'a dit et La Révélation des Templiers, le dernier qui est paru, sous le pseudonyme de Michel Darcos. Et à mon père aussi, Christian, Jean de Thieu, du Soleil d'Or Templier, Ozo, alias Druide Garanos, qui a travaillé directement aussi avec le veilleur au sein de Théo, mais à partir de 1980. Et on peut noter que l'actrice Mireille Darc était au premier rang des ateliers, on va dire, de Théo. Alors moi, j'ai assisté, mais j'étais tout petit, hein, en 80. Alors, voilà, mon grand-père a une, j'en parlerai après, mais il a une importance, en fait, dans tout cet organigramme-là. Voilà. Alors, on va revenir dans l'histoire du château des Veilleurs. Jean-Baptiste Villermoz est un maçon qui joue un rôle important dans la constitution des hauts grades maçonniques de son temps. Donc, le rite ancien est accepté.
et en France et en Allemagne. Et sa sœur, Madame Provençal, était propriétaire du château des Veilleurs. Il y a donc eu lieu des expériences occultes remontant avant 1800. Alors, Château des Veilleurs, on ne dira pas où il peut être en Espagne, il peut être quelque part par là, il est ailleurs, il est dans la Grande Carabagne, comme voilà, il est nulle part et partout en même temps. Selon donc eh bien, un récit légendaire, le dernier grand maître de l'ordre du Temple, Jacques de Molay, aurait reçu dans sa prison son neveu, Guichard de Beaujeu, pour lui demander de dissimuler le trésor des Templiers au château des Veilleurs. En 1745, parut le texte de l'allemand Schiffmann, dit Frau Marcel, dit Ein Frankreich, laissant supposer que le trésor du temple serait au château des Veilleurs. Voilà, il y a la roche métamorphique qui est verte du lieu, qui donne lieu à des transmutations alchimiques. Le site en lui-même est un haut lieu théorique. Donc, entre la tour renversée et la tour d'alchimie, il y a une différence d'électricité potentielle de 500 microvolts. Il y a 3 rivières souterraines. Voilà. Dans les années 70, l'association Croisade, on est encore dans, qui s'appelle comme ça, dirigée par Guy Chagot, travaille à la restauration du château des Veilleurs. Et puis le 12 juin 52, eh bien, le Veilleur entreprend des expériences de communication occulte pour réveiller l'ordre du Temple. En 53, c'est en compagnie d'Armand Barbeau, qui était un alchimiste, et un code donc à base de coups fut entrepris et 11 coups, aussi puissants qu'une masse, le ferait sur un mur, furent clairement entendus par toute l'assistante, entre minuit et des heures du matin. Donc là, c'est là qu'on voit la résurgence templière des veilleurs. Alors dans ce groupe des veilleurs, il y a tout un microcosme, hein. Donc je l'appelle le groupe des veilleurs. Il y a Monsieur Michon, propriétaire d'une chapelle templière, Maxime de Roquemort, qui est grand maître de l'occultisme, le cinéaste Claude Caraven, qui fait un scénario sur le château des veilleurs, l'alchimiste Amand Barbeau et auteur du livre L'ordre du millième matin, dont je vous présente l'image ici. Il y avait aussi les femmes martiens Monsieur et Madame Roux, qui financeront le premier livre solaire du veilleur en 59 avec l'édition Histoire et Tradition. Voilà. Il y a aussi la Société d'études philosophiques solaires, Monsieur Champion, un industriel parisien, Edmond Sadoul, écrivain et philosophe, auteur du traité de philosophie luciférienne. Voilà. C'est quand même quelque chose de particulier. Il y a René-Paul Guillot aussi, auteur d'un ouvrage sur Philippe de Lyon, mais c'est surtout grâce à Marcel Verdebagot, surnommé Vieux Cap, qui veut faire un article de tourisme et faire une demande de visite au château des Veilleurs. Et le Veilleur le reconnaît aussitôt, on va dire, comme un acteur très important en devenir pour les communications avec les Templiers, pour réveiller l'ordre du Temple. Il devient alors son médium personnel. Marcel représente alchimiquement le mercure et le Veilleur le sel, qui a l'ouverture avec les plans. Et en janvier 53, va se faire une rencontre importante entre Maxime de Roquemort, qui est un érudit. Ce Maxime de Roquemort a participé à une campagne de fouilles archéologiques au Maroc en 1908, responsable pendant la Deuxième Guerre mondiale du contre-espionnage de la Méditerranée occidentale, a participé également à l'opération Torche du débarquement des Alliés. Et donc, c'est pas n'importe qui. Enfin, il y a quand même ce n'est pas des huluberlus, des illuminés non plus. Ce dernier a une transmission donc néo-templière et rencontre le veilleur, et ils vont former en fait le premier triangle magistral des communications qui commence en 53. Alors Maxime de Roquemort sera le soufre alchimique, et il a, on va dire, toutes les connaissances ésotériques de toutes les traditions qui sera présentées dans le premier texte solaire. Les indications donc contenues dans le livre sont celles des archimèdes de la crypte. Voilà. Donc, on rappelle que les 24e membres, il n'y a plus, tous les membres sont morts. Il est le dernier, il a 93 ans. Il est toujours là. Il a toute sa tête, il a mémoire, il se rappelle de tout. Oui. La crypte aussi, alors, c'est aussi une crypte qui se trouve sous le château des Veilleurs, mais aussi c'est une unification, c'est un rituel aussi, on va dire une sorte de géré purificateur où il y a un appel en fait aux salamandres, aux gnomes, aux sylphes, une congération des quatre et puis l'appel à Salomon. Donc en fait, quand l'ensemble de tout ce rituel est fait par l'opérant, à ce moment-là, il y a une ouverture des plans qui se fait et il y a un contact qui s'opère avec les archimèdes qui sont évoqués dans le livre solaire. Il faut savoir que le château des Veilleurs
eh bien, c'est peut-être un haut lieu de vortex, même si peut-être maintenant il ne se passe plus grand-chose, mais la NASA s'est intéressée. Voilà. Ça, c'est un fait intéressant à dire. Voilà. Donc, dans ces archimètres qui ont été contactés, en quelque sorte, il y avait donc Apollonius de Thiane, évoqué par Eliphas Lévy, Thomas, qui était le garde personnel et le guide du veilleur. Il y avait Roger Bacon, saint Thomas d'Aquin, Raymond Lulle, saint Bernard de Clairvaux, saint Renaud, Don Carlos Mas y Aranda, de la tradition templière dite caverne espagnole. Il y a Jacques Molay, à ne pas confondre avec Jacques de Molay. Et enfin, il y a le maître Philippe de Lyon. Donc là, il s'agit de communication théurgique qui aurait une importance considérable apparemment sur l'avenir de l'Europe, de la France et du monde. Mais à un moment donné, les communications ont été arrêtées en 65 et elles ont donné rendez-vous aux membres dans 30 ans, quand vous serez adultes. Puisque, en fait, certains opérants demandaient des choses qui étaient pas vraiment importantes. Et donc là, les communicateurs, en quelque sorte, ont dit, vous reviendrez quand vous aurez grandi. Voilà. Donc les ordres après qui ont été recréés après en dehors du veilleur n'étaient plus en communication avec les archimètres. En tout cas, c'est ce qui se dit. Curieusement, 30 ans après, malheureusement, ça correspond 65, 95. On voit ce qui s'est passé avec l'OTS et tout ça. On ne sait pas s'il y a une corrélation exacte, hein, mais peut-être, ou alors ils auraient attendu 30 ans et ils se sont réveillés. Bon, on ne sait pas. Donc, il y a quand même à cette époque-là, donc, survinrent quand même des communications, des phénomènes lumineux sur les joints des pierres de la tour, tels du ferrocérium, et tout autour de la nuit, en fait, le château, il y a des hiboux, il y a des grenouilles, des crapauds, des miaulements, des aboiements, tout ça. Mais tout se tait immédiatement lors des évocations. Et il y a des de boules de plasma violettes qui passent par les ouvertures spirales du donjon, qui sortent, qui rentrent. Et la comtesse, qui habite à quelques kilomètres, voit des phénomènes de type ovni qui se font sur la terrasse avec des globes de lumière énormes. Donc on voit qu'il y a quelque chose quand même qui se passe. Ce n'est pas juste de l'exégèse. Voilà. Donc en 1960, mon grand-père, donc le Guithieu, qui est géophysicien, hein, là je représente un peu aussi, qui a travaillé avec Enel de 60 à 63. Enel qui était le prince Michel Vladimirovitch Kariatin. C'est sur les ondes scalaires, les oscillateurs Holom après, Lakowski. Voilà, je présente quelques livres là. Donc qui a travaillé pour les éditions Ibacom. Et donc c'est les cahiers inédits d'Enel. Voilà. Donc qui était intéressé par tout cela et qui continue actuellement même à vendre certains oscillateurs Holom. Voilà. Mais il a fait rentrer justement un peu les ondes Lakowski en France, hein. C'était pas C'est connu exactement avant. ça. Ouais, C'est c'est ça. ça. Ouais. Et il a eu une interview dans Nexus Ouais. à une certaine époque. Enfin, Et tu l'as il a fait interviewé d'ailleurs aussi, on le mettra de toute façon exactement. en lien Oui, dans... oui, oui. Oui, oui, oui. On peut le retrouver aussi, effectivement. Alors, il rencontre le veilleur et ils commencent à travailler ensemble auprès de l'alchimiste Eugène Cancelier. Eugène Cancelier, qui était quelqu'un d'important à l'époque. Hein. Il y avait aussi Gérard Couët, dont j'ai parlé tout à l'heure, propriétaire de la commandée templière de Montfort-sur-Argent, qui a inspiré donc l'Ordre Vert, le livre de Jimmy Dieu. Et Jimmy Dieu et mon grand-père se sont rencontrés d'ailleurs. Jimmy Dieu voulait le rencontrer. Et ce qui est drôle, c'est que mon grand-père lui a souvent donné des idées pour ses livres et il les a retrouvées après plus tard dans les livres. Oui, 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 ça en rigolant, quoi. Voilà, c'était assez drôle. Il y en a beaucoup Alors, il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui font ça encore maintenant, hein. ah oui, oui. Ah oui, oui. Mais il lui donnait des idées hein, pour les livres. Il dit, tiens, tu Oui, pourrais bien faire sûr. ça. Ah oui, oui, c'est une bonne idée. Puis Jimmy, on le sait, Jimmy, de façon romancée. Il était prolifique. Hmm. Ouais, ouais. Alors, dans les communications, une nuit, à l'extérieur du château, apparaît le miroir du donjon comme une tour de lumière rouge qui tourne lentement sur elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, le château apparaissait en miroir, assez incroyablement, comme un peu Alain Féral, qu'on voit ici derrière moi, Lord Royaume des Morts, qui disait que justement tout était en miroir à Rennes-le-Château, les tours en miroir, le Béranger Saunière avec sa servante en noir et en blanc, tout est en dualisme. Et là, on le retrouve finalement dans quelque chose qui s'est passé. On voit le château
à l'envers, en miroir. Et puis, donc, il y a une sorte de tour de feu similaire à la colonne de feu des Hébreux qui apparaît. Et pendant 400 kilomètres, ils suivent cette colonne jusqu'à Saint-Didier-en-Dévoluer, qui est un lieu important, qui est appelé le Bagicon. Et c'est une contraction de Jacques. Et donc, il y avait une église du Xe siècle qui avait été construite par les Templiers, dont la commanderie secrète, en fait, se trouvait à quelques centaines de mètres de là, mais complètement en ruine. Et sur la porte d'entrée, il y avait une pierre qui n'était pas de la région. Sur cette pierre, on voyait trois signes. Au centre, Jupiter, à droite, le Soleil, à gauche, la Lune. Il s'agissait du lieu des évocations. Les communications, donc, ont dit de reprendre ce lieu. Et Jean Roux, qui s'est porté acquéreur pour la reconstruction, et Guittieux, a aussi participé par la suite à plusieurs opérations là-bas, surtout en 63. Et là, ils ont obtenu des zones de lumière de 50 centimètres de haut, 30 centimètres de large lors des évocations, alors qu'il n'y avait pas d'électricité. La nuit, pendant quelques secondes, parfois, le lieu pouvait être éclairé d'un bleu électrique. Toutes les pièces, les couloirs, les escaliers étaient nimbés de cette couleur bleue, par exemple. Alors, le veilleur, il s'est ensuite désolidarisé dès 65 de tous les mouvements néo-templiers, à la suite de la fin des communications. Il s'est retiré à Neuilly, il opéra seul dans une crypte souterraine qu'il avait fait dans son appartement. Ça rappelle Noël Corbu qui faisait des trous dans sa cuisine, où Jean-Luc Chomeil, quand il était allé le voir, il devait enjamber pour le toilette, par exemple. C'était spécial. Il faisait des trous partout à l'époque. Et donc là, il a fait une crypte souterraine dans son appartement et il continue à faire de l'alchimie opérative. Et il obtiendra donc par distillation fractionnée du liquide qui vont l'aider pratiquement pendant 14 ans à soigner son cancer de la vessie. Il fondera ensuite le groupe Théo et il meurt en 96 et puis mon grand-père reste en contact avec lui jusqu'à son décès. Alors Maxime de Roquemort et ceux qui étaient autour du veilleur ont demandé à plusieurs reprises aux 11 Templiers désincarnés si eh bien, ils étaient tous d'accord pour que le veilleur reçoive les messages et soit l'intercesseur direct. Et à chaque fois, a été répondu par l'affirmative. Alors, c'est vrai que malgré une grande incompréhension de son œuvre dans le milieu maçonnique, il put quand même faire une conférence, un exposé de son travail à la Grande Loge de France, dans la chapelle et le grand temple de Franklin Roosevelt, devant 400 personnes. Et ça avait été organisé par la tradition écossaise grâce à Pierre de Pierre. Alors, il y a la revue aussi La Voix solaire qui a été commandée par Gérard Dancos, donc elle traite de sujets ésotériques de manière à attirer en fait les candidats à la structure du veilleur. Donc en janvier 1960, Guittieux, qui revient d'une mission en géophysique d'Autriche, reçoit un livre dans des circonstances quand même tout à fait particulières, car personne ne sait qu'il est un hôtel et il revient de mission d'Autriche. Et donc dans sa chambre d'hôtel à La Tour Maubourg, à Paris, il reçoit un livre, le livre solaire, et on lui convie de rencontrer l'auteur et de s'adresser aux 5 républicains, aux 5 avenues de l'Opéra à Paris. Alors là, il y rencontre Vincent Planck, qui est le créateur de la loge Opéra, dont on parlait tout à l'heure, GNF Opéra, et qu'il envoie, Vincent Planck l'envoie aller voir Pierre de Ribeaucourt, le père d'Édouard, qui se trouve à Port-Royal. Et à peine arrivé, on lui dit ah bon, on t'attendait. Ah bon? Et qu'il soit le 24e membre de la crypte. Il est le dernier membre vivant, en fait, actuellement, témoin de cette époque. Et auparavant aussi, là, c'est bien avant, le veilleur qui va au Sainte-Marie-de-la-Mer, il y va régulièrement tous les ans, en fait, pour le pèlerinage. Il tombe en panne près d'un hameau, près de ce haut lieu. Il n'y a pas de téléphone. Il cherche du secours à une maison, puis il trouve personne. La porte est ouverte, la maison semble abandonnée. Et là, il trouve une chambre, un lit, et puis ils se disent bon, bah, je vais y rester pour la nuit avant de repartir. Et dans la nuit, en fait, sur un des bruits dans l'armoire, il ouvre un des tiroirs, et puis là, il voit un journal. Et le journal, c'est le phare de Marseille. Il repose le journal, il se recouche, puis il y a comme des bruits qui reviennent au journal. Il n'y a pas de souris, il n'y a rien. Et là, il voit que dans le journal, eh bien, que le comte actuel, enfin à l'époque du château des Veilleurs, fait des recherches trésorières qui avaient été arrêtées en 1932 et que lui-même, il pense en faire, mais qu'elles avaient été arrêtées par la guerre. Et qu'il était prêt à accueillir toute personne qui voudrait faire ce travail. Alors, le veilleur, il se décide d'y aller, ça l'intéresse. Et puis, il habite le château dans des conditions quand même assez rudes et modestes pendant 7 ans. 7 ans avant 1952. Puis 7 ans, c'est quand même justement une sorte d'initiation. Il y a le 7, voilà, dans la tour renversée.
En février 73, paraît le livre Le Tort du temps de la médium Gabrielle Carmy. Alors, Gabrielle Carmy donc, présente les livres ici, donc Le Tort du temps. Euh, le 11 décembre 66, elle a des visions d'un coffre et une lumière bleue électrique immatérielle au-dessus du sol de la tour isolée, donc du château des Veilleurs. Cette lumière formant deux dessins espacés d'environ d'1,50 m, chacun d'eux comportant un S, séparés par un intervalle se trouvant dans la tour isolée. Dans ce coffre, il y avait des parchemins très importants liés aux Templiers. Alors justement, mes parents étaient membres de la Massenie du Saint Graal, donc elle a créé la Massenie, et moi j'y étais mais tout petit, j'étais très jeune. Et mon grand-père, Guithieu, était aussi l'hôte de la Massenie. Donc la Massenie qui a été créée dans cette optique, en fait, de recréer, on va dire, une Massenie du Saint Graal. Et ce livre, d'ailleurs, Le Tort du temps, a donné le souffle d'inspiration par une synchronicité tout à fait particulière à Patricia Daré pour le livre Le Templier m'a dit. Puisqu'en fait, dans son livre Le Templier m'a dit, elle explique qu'elle elle voit, elle fait des recherches dans son grenier, puis hop, elle tombe sur le tort du temps. Et là, ça fait écho à un rêve qu'elle a fait où Jacques de Molay, en fait, apparaît dans son rêve. Et 6 mois après, elle comprend ce que ça veut dire. Donc, Gabriel Carmy est quand même quelqu'un de très important dans toute cette époque-là. Voilà. À la même époque, en 74, le magazine Charivari, dirigé par Noël et Claude Jacquemart, publieront des articles et interviews du Veilleur et aussi de Gabriel Carmy, réalisés par Jean-Luc Chaumeil, donc rédacteur en chef de la revue Pégase en 1973. Et là, justement, ben, j'ai des brochures de l'époque de Charivari. Voilà, donc ça, c'est extrêmement rare sur les raisons templiers, où il y a le château des Veilleurs aussi. Et j'ai aussi celui-ci. Donc là, c'est vraiment les archives du pré-érection, extrêmement rares aussi, fait par Jean-Luc Chaumeil. Voilà. Voilà, donc ça, en fait, c'est la première fois où il y a la première interview de Pierre Plantard dedans, notamment. Et dans le Charivari, celui-ci, la première interview du Veilleur. Voilà. Fait aussi, fait par aussi Jean-Luc Chaumeil. Voilà. Alors, le 21 mars 74, il y a une grosse boule rouge qui est posée sur la terrasse d'une résidence très proche du château des Veilleurs. Donc, on voit qu'il y a une concomitance avec le phénomène OVNI. Peut-être c'est pour ça que la NASA aussi peut s'y intéresser. Voilà. Alors, c'est de là, en plus, qu'en 1128, l'ordre templier devait partir et s'épanouir sur toute l'Europe occidentale. Parce que ce grand disque orange est resté quelques minutes sur la partie supérieure du bâtiment, puis il est parti d'un coup vers le sud-est. Alors malheureusement pour ce haut lieu, quand même, les couleurs aériens ont fait quand même considérablement baisser la vibration du lieu et ses communications. Le Veilleur le disait déjà en 72, parce qu'il laissait entendre qu'en 52, il y avait quand même moins d'avions, et qu'actuellement, ceux-ci perturbent le magnétisme et brouillent le subtil des éléments. Certaines expériences même ont dû être interrompues, car dans l'astral se produisait une déchirure. Eugène Cancelier décrit la même chose, car l'émission en fait, d'ondes artificielles dans l'atmosphère rend très difficile la réalisation du grand œuvre. Donc l'aimantation des plans consiste à saturer le lieu avec un magnétisme qui est descendu, on va dire, en une condition particulière de la cabale et d'une concentration, on va dire, consistant à tirer du lieu l'énergie. C'est un peu comme un sligil, comme des sauts, en fait. Voilà. Patrick de Beresteinas, c'est un peu le ça, est venu donc au château des Veilleurs pour établir une certaine ouverture de plan. Voilà, il y a quelques temps. Il n'en a pas trop parlé. Daniel Robin donc a écrit dans ses derniers livres donc l'ordre inconnu des choses, traite aussi de la ferme sous un point de vue romancé. Et là, il a sorti aussi les Templiers de l'Agartha, donc qui parle aussi du château des Veilleurs et aussi de toutes ces organisations. En fait, le vrai trésor du château des Veilleurs, c'est en quelque sorte, c'est pas un trésor monétaire, c'est un contact avec le plan directeur. D'ailleurs, ce château, il faut savoir qu'il est très surveillé. Quiconque viendrait s'aventurer dans le château sera exposé à des poursuites, hein, je précise. Voilà, dans ce château privé. Voilà. Si certains reconnaissent le château. Voilà, en fait, cette réalité du monde des entités spirituelles sera en accord avec ce plan directeur, c'est-à-dire en fait,
ça crée en fait, trouver ce vrai trésor, ce serait une évolution de l'âme, en fait, de la conscience qui concerne en quelque sorte la France, l'humanité. C'est un peu comme la France a une mission, en tout cas la mission de la France, eh bien, peut-être qu'elle vient aussi de là. Voilà. Alors, on va parler de la crypte. De la crypte et plusieurs, donc, euh, comment dire, les différentes cryptes. Voilà. Alors, l'opération qui est déclenchée par la publication de livre Le Templier Madi de Patricia Daré puise ses racines dans la crypte. Donc, cette structure occulte, fondée par le Veilleur, est composée de 24 membres. Alors, il faut savoir qu'il y a eu un virage en 58 au sein de la crypte, un autre en 82, puis un autre en 91. Il y a plusieurs sources, dont la source Vigneron. Ce Vigneron effectuait une enquête discrète. En 94, il était policier lié au réseau Pasqua. Vigneron enquêtait sur la crypte version 91, liée à une loge noire basée à Toulon, elle-même liée quand même au grand banditisme. Mais la crypte originelle de 52 n'a rien à voir avec les suivantes. C'est plutôt une copie et ils ont usurpé en fait c'est un peu comme le premier OTS avec l'OTS que c'est devenu. Donc voilà. Donc là c'est dans ça qu'il faut en parler. Alors donc c'est quand même une tradition qui remonte à l'après-guerre parce que les patrons de la DST adoraient se rassembler dans des loges dites égyptiennes ou écossaises. Alors, les égyptiennes comme Memphis Mizraïm se côtoyaient dans ces loges à l'époque des banquiers d'affaires, des grands voyous même, animés par la même passion, l'anticommunisme. C'est de là qu'en fait est né aussi ces loges-là. Il y avait une loge égyptienne de Toulon qui s'appelait 7-1. La 7-1 a été créée par le commissaire Blément. Il sévissait alors à la DST de Marseille avant de prendre sous son aile Gaëtan Zampa. Il passe même pour avoir fourni à ses amis du FBI et de la mafia le troisième tour de J.K. Donc c'est pas, on est quand même dans quelque chose d'important. Alors la puissance quand même des égrégores a quand même été sérieuse, hein, parce qu'on parle d'égrégores templiers aussi. Surtout parce que celle-ci, en fait, c'est la première fois nourrie des, on va dire, des morts de l'OTS, malheureusement. Parce qu'on ne peut pas parler d'ordre templier, véritablement. On peut dire que ceux qui jouent utilisent ce terme pour attirer. En fait, c'est une force beaucoup plus redoutable, en fait, qu'il y a derrière. Alors, cette histoire devait commencer donc bien avant 52, car avant de devenir un haut lieu du néo-templarisme, le château des Veilleurs appartenait au père de Marie-Louise de Monspey, plus connu sous le nom de l'agent inconnu. Un dessin du château, daté de 1847, avait été publié par Robert Amadou dans le bulletin martiniste de janvier-avril 84. En 52, quand Fulcanelli donc charge Valentin Bresle d'enquêter sur un aventurier nommé Breder, qui officie au château des Veilleurs, eh bien Breder est un alchimiste souffleur. Voilà, il avait un autre nom. Et au nom d'une structure appelée occulte, donc la crypte, Jouret, donc médecin belge dont on a parlé tout à l'heure, succède à la tête de l'ERT. Et en 2022, la crypte refait surface, justement avec cette loge varoise. La Patricia Daré a reçu de la part de certaines entités astrales des informations concernant une résurgence solaire, donc se réclamant de l'héritage du Veilleur. Donc c'est là où elle mentionne donc, Michel Darcos comme figurant parmi les informateurs initiateurs, dans les deux livres, en quelque sorte. Et dans les années 52, 58, puis dans les décennies 80-90, les patrons de la mort, de l'ERT, de l'opéra, invoquent les fantômes de Jacques de Molay, donc au château des Veilleurs. Et puis on voit qu'il y a le maître espion Constantin Melnik, avec les barboux de l'époque, c'est un peu les compagnons de balle, hein, les compagnons de balle de Charles Pasqua et Jacques Faucard. Jacques Faucard aussi, qui est important, très important aussi dans tout cet organigramme, et qui va même jusqu'à la fin elfe. Hein. On rejoint tout ça. Tu vois. Un certain Roger Facon avait mené donc, une enquête parallèle. Il a longuement été entendu par la DCPJ à l'époque, puis par juge d'instruction Fontaine. Fontaine, qui, Jean-Luc Chomail, avait été employé comme spécialiste du mouvement anti-templier et aussi des archers, des hautes études solaires. Voilà. Monsieur Facon donc, avait gêné quand même les barbouzes, un peu les conseils ministères de l'Intérieur, mais bon, rien n'est sorti de tout cela. Voilà. Là, on va dire que la tradition solaire revient sous une autre forme. Et puis il y a une loge en Suisse aussi, une autre à Toulon, où 9 hommes de l'ombre, en fait, ont procédé à un rituel l'année dernière pour réveiller la tradition solaire du veilleur, soit 27 ans après ce qu'on appelle le transit vers Sirius, le cycle de gestation 3 fois 9 ans.
La synchronicité avec la parution, on va dire, la même année 2022 du livre de Patricia Daré, Nouvelle égérie solaire, est en accord avec la tradition de Veilleur. Alors, il faut savoir que Veilleur était un homme de l'ombre, quand même, par nature, par conviction. Il a joué un rôle donc, très important dans sa sphère d'activité. Et d'ailleurs, bon, la revue Pégase, de numéro 1, qui avait été fondée donc, par Michel Vallée et Roger Chomaille, l'avait appelé le Mage Noir de l'Apocalypse en 72. Voilà, on ne voyait pas qui c'était, mais déjà, ça préfigurait certaines choses. Ça sentait un peu le souffle parfois. Le Veilleur était donc de réseau et de contact dans plein de milieux. Raymond Bernard, Julien Rigas, Jody Mambro le tenaient en grande estime, le consultait souvent. Il a été protégé, le protégé donc des années 52-58 de Constantin Melnik, le conseiller de Charles Brune et le monsieur service secret de Pompidou. Et donc, on retrouve aussi le Veilleur à l'origine de l'opéra, de la loge opéra de Vincent Planck. Voilà. Et donc, Vincent Planck, enfin, ça, après, c'est ce qu'on appelait la France-Afrique. Ok, Voilà. oui. Alors, une chose intéressante, c'est que, on va dire que les enseignements des entités ou archimètres de 52 se poursuivent après pendant des années, durant lequel, en fait, des grands noms de la maçonnerie, du Martini, de l'Auto, de la magie traditionnelle, se presseront autour du veilleur, et puis des lieux. Alors, il y avait Robert Rambelin, donc Vincent Planck, Pierre de Rieucourt, Maxime de Roquemort, j'en ai déjà parlé. Mais il y a une application, il y a l'OSTS qui aussi connu par la suite le retrait de Maxime Roquemort et Pierre Plantard, on y vient. Pierre Plantard aurait-il fréquenté ce milieu plus proche de ses idées que celle du Grand Orient? Parce que le Grand Orient, il a eu un parcours d'étoile filante un peu, il n'est pas resté très longtemps. Et il y a l'application également de cette loge, donc Villermoz, à Lyon en 1956. Elle était dirigée donc par un des acteurs des réunions qui se tenaient au château des Veilleurs, sous la direction, en fait, justement, de Planck. Voilà. Alors, il faut savoir que Pierre Plantard, comme Robert Ambolin, n'appréciait guère le veilleur à l'époque. C'est un peu comme s'il y avait une concurrence, en quelque sorte. Et l'ordre, en fait, néo-templier créé par le veilleur favorise la création de structures parallèles, dont cette loge maçonnique donc, de 56, Valère-Mose, en référence bien sûr, Villermoz, hein, effectivement. Et elle est créée donc, et dirigée par Vincent Plon, qui est haut fonctionnaire de tendance gaulliste. C'est un haut fonctionnaire quand même, ce n'est pas n'importe qui. Ouais, Voilà. on en parlait au début, oui. Mhm. Oui. Et cette loge, en fait, était, de par ses fondateurs, liée à la résurgence templière donc, du Veilleur. Mais ce qui est intéressant, c'est que certains membres ou visiteurs de la loge ignoraient peut-être qu'il y avait un lien. Il y a un fonds de roulement secret et il y a un rassemblement en fait de documentation sur les implantations templières de France qui fait appel à des personnalités au fait. Et grâce à la trésorerie constituée, ils acquièrent des biens fonciers dont les lieux avaient été occupés par les commanderies de l'ordre du Temple. Et c'est de cette façon qu'ils ont été à découvrir Rennes-le-Château. C'est de là que surgit l'affaire Rennes-le-Château. Le rapport Cross, on connaît, est en fait une éloge subliminale du néo-templarisme. Dans un premier temps, l'affaire de Rennes-le-Château aurait été fomentée donc, par les milieux lyonnais, et Pierre Plantard aurait été attaqué par ce milieu lyonnais, puis aurait repris les mêmes éléments en miroir, car il avait des éléments identiques contre-attaquant à sa façon, créant une nasse, en quelque sorte, où tout le monde s'y perd, hein, tout le monde est pris dedans. Et le milieu lyonnais, en fait, aurait fait une mise en scène de façon à ce que les chercheurs de trésors soient attirés par le site dont l'agencement est écrit dans le rapport Cross. D'ailleurs, on voit que Trésor du Monde, premier livre, enfin pas le premier, de Charroux en 62, eh bien, c'est la première fois qu'on entend parler de Rennes-le-Château et la première fois qu'on entend parler du Château des Veilleurs. C'est le premier à en avoir parlé. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Donc, c'est un égrégore qui aurait été créé dans le triangle audois, qui s'alimenterait de lui-même, grâce aux personnes peut-être manipulées ou tout au moins fomentées par tout cela, parce que Pierre Plantard peut-être faisait partie aussi de cet organigramme où il était manipulé et manipulateur également. Et il faut savoir qu'il y a aussi
ce qui est intéressant, c'est que la Société du Brouillard ou Société Angélique de Lyon aurait été impliquée aussi dans l'affaire de Rennes-la-Château. Voilà. Et justement, le château de Soult, à Laquenas, il est en miroir du château des Veilleurs. Il se trouve pas loin. Et Jean Soucas, donc c'était le créateur de l'OSTS, hein, Ordre souverain du Temple solaire, eh bien, on voit qu'il y a une poterne identique au château des Veilleurs, et ça a permis en fait de délocaliser, c'est-à-dire que le château des Veilleurs a tellement été mis en avant qu'ils avaient besoin d'un recul et de protéger le lieu peut-être des curieux et de le créer au château de Sous-Lacnas. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est ce miroir. Voilà. Alors là, j'en ai fini avec le château des Veilleurs et le Veilleur, puis toute cette affaire autour de, de tout cela. Et puis, je vais aller, on continue vers Pierre Plantard, Rennes-le-Château et Gisors. Voilà. Alors là, on voit que la matrice, on va dire plantardienne, moi je l'appelle comme ça, de l'échiquier dualiste, c'est digne d'un manifeste surréalisme magique, en quelque sorte, ou réalisme magique. Il faut savoir que la plupart de ceux qui se sont intéressés ou qui ont fait partie de la branche des Veilleurs ou des châteaux des Veilleurs étaient des surréalistes. Et on les retrouve les mêmes finalement à Rennes-le-Château. Enfin, surtout Pierre Plantard, De Sède, Chérizet. Les trois étaient surréalistes. C'est pas pour rien. D'ailleurs, Jean-Luc Chomel avait comparé le dossier de Rennes-la-Château, les trois compères, avec un peu les Zoumites, avec Fernando Sesma, comme une grande nasse, comme quelque chose qui avait été organisé, qui avait été fait, organisé, tu vois. Et il a d'ailleurs, Jean-Luc a chez lui pierre et papier de Chérizet. J'ai pu le voir. Il a pierre et papier de Chérizet chez lui. Il l'a conservé. Voilà. Un trésor, Donc, ça. Un vrai trésor, oui. ah oui, 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 ça, oui, 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 oui. Alors, tout commence avec les 30 coffres de Gisors, qu'on peut voir d'ailleurs. Il y a tous les 30 coffres de Gisors qui est dans le Charivari. Hein, il y a c'est la première fois qu'on en parle vraiment officiellement de ces 30 coffres. Bon, bien sûr, avec de Sède et tout ça, hein, bien sûr. Alors, ces 30 coffres, découverts par Roger Lemoy. Alors, c'est assez drôle parce que aussi, mon grand-père était beaucoup de monde à l'époque, bah, il a rencontré aussi Roger Lemoy. Roger Lemoy est venu le voir. Comment, pourquoi, et voilà. Même Jean-Patrick Portal a eu la confirmation de ça. Il est allé voir mon grand-père. Justement, donc ça, c'est qui est passionné par Gisors. Je salue Jean-Patrick, d'ailleurs, Oui, oui, organisateur souvent que tu as reçu aussi, voilà, c'est ça. organisateur des événements de De Rennes. Rennes-le-Château Voilà, c'est ça, chaque voilà. année. Mm. J'avais été invité l'été dernier, d'ailleurs. Voilà. Et donc, il existe quand même des preuves qu'il y a eu 30 coffres, puisque certains camions ont été vus à l'époque envoyés par Malraux, rappelant une certaine opération militaire d'ailleurs. Ça rappelle l'Ostaios en 76, qui implique l'armée équatorienne et un certain Neil Armstrong, qu'on retrouve dans l'organigramme avec Stan Hall à chercher en Atlantide. Où pendant un an, ils ont cherché, ils ont dit on cherche, on en a trouvé. Il y avait des plaques en or avec le père Crespi. Et finalement, ça se rapproche un peu de l'histoire de Gisors, en miroir. Voilà. Et donc, après la publication d'un article de Gérard de Sède relatant l'aventure de Roger Lemoy, Pierre Plantard en profite pour contacter Gérard de Sède. Et de Sède va voir le Sphinx, il l'appelle le Sphinx, l'Égyptien, alias Pierre Plantard, un peu que c'était une sorte de Mitterrand, un peu comme l'abeille et l'architecte. Il avait écrit ça aussi, hein, Mitterrand. Euh, et donc, et là, Plantard, il déroule un vieux papier qui venait de sortir de ses tiroirs, et puis il le montre à De Sède. Il dit, j'ai un plan. Voyez-vous, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Il voit des documents joints, il lui montre à Gérard De Sède, et que ça désigne un lieu. Et puis on voit qu'il y a un trésor qui est mis à l'abri. Et puis il y a les plus importants secrets de l'ordre du Temple. Et il dit même que le plan, il serait inspiré par Lomois, avec une chapelle.
Et dans le plan de Laumois figurait une coupe en élévation de la chapelle. Et donc l'hermétiste Pierre Plantard, parce qu'il était quand même très hermétiste, hein, dessinateur industriel, mais aussi fin hermétiste, beaucoup l'ont parfois traité tous les noms. C'était quelqu'un de très intelligent, qui savait ce qu'il faisait, qui savait exactement ce qu'il faisait. Euh, il travaillait même pour le gouvernement helvétique. Hein. Il a fait un coup de maître en fait, en faisant passer son plan pour un document templier. En effet, il était signé d'une croix pâtée dans un cercle. Et là, de Sède, il voit ce document, il fait le lien avec ce qu'il avait vu sur la route de la Reine Blanche de Naufle à Gisors. Et ce vieux plan, en fait, aurait été dessiné par Pierre Plantard, hein, et aurait été préparé de longue date, avec peut-être la complicité ou à son insu avec Roger Laumois. Pierre Plantard aussi était membre des réseaux gaullistes. De Gaulle revient encore. Ah, encore. Oui. Il avait eu vent de l'aventure de Laumois et de la lettre que Laumois avait fait parvenir à De Gaulle en 1947, Mhm. pour justement dire qu'il avait trouvé quelque chose. D'accord. Et d'ailleurs, voilà, pour ça que Laumois avait révélé à mon grand-père il avait découvert certaines choses, et mais il lui avait raconté ce qu'il avait vu, en quelque sorte. Voilà. Mais il y avait aussi un lien astral avec l'astral et tout ça aussi. Voilà, ce qu'il avait vu, voilà. C'est pour ça qu'il avait été voir mon grand-père, donc qui était connu à l'époque pour avoir des communications, etc. Donc il s'était dit, je vais aller le voir. Euh, donc, il n'a pas eu trop de difficultés finalement pour prendre contact avec le moi et lui apprendre un scénario qu'il répéta aussi après à Gérard de Sède ainsi qu'aux médias. C'est-à-dire qu'en fait, Plantard aurait peut-être instrumentalisé le moi pour faire un plan et faire une création surréaliste ou réalisme magique, de manière à créer voilà, quelque chose. Alors de 44 à 46, on sait que Roger Lemoyne avait fouillé à Gisors, sous le donjon, il espère trouver un trésor. En 47, donc, il n'espère plus convaincre le maire de Gisors puisqu'il le traite de fou. Hein, il est traité de fou par le maire, il est même expulsé du château. Hein, il n'a même plus le droit d'y aller, il est expulsé. Il écrit au général de Gaulle. Et donc là, André Malraux, André Astou, euh, deux André, tiens, en miroir, ils vont se rendre sur les lieux. Bon, ils ne sont pas tellement convaincus par les dires de Roger Lemoyne, mais bon, ils y vont quand même. Et puis surtout, pourquoi Lemoyne parle de cette affaire 13 ans plus tard à Gérard de Sède? Comment se fait-il en fait que ce soit le dernier? Pourquoi Gérard de Sède est le seul à prendre au sérieux au point d'en faire un article? Voilà, ça c'est ça qui est intéressant. Mais Bah, donc ces années, le oui, mois que je te coupe la parole, oui, vas-y, vas-y. le mois, bah, de toute façon, je mettrai le lien d'interview hein, qu'on peut encore trouver. Elle est géniale, cette interview. Enfin, moi, je trouve que ce bonhomme est rempli de Ah oui, oui, sincérité. Hein, oui, je le pense aussi. mois, alors moi, pour moi, il est sincère au possible. Le gars, alors, ou alors, certains diront qu'il aurait été manipulé par Gérard de Sède en répétant son Ou petit texte Plantard, ou Plantard, parce que de nouveau, on retourne dans un pré-Rennes-le-Château. On c'est dirait que ça, c'est même presque pour préparer déjà un terrain, quelque part. exactement, Il y a un peu de ça. peut-être. Mais d'un autre côté, bon, voilà. Ou alors il a été vraiment manipulé par voilà, Plantard et De Sède, ou alors vraiment, c'est un monsieur qui est tout à fait, et moi c'est ce que je pense, je prends le parti de dire que ce monsieur Je euh, pense qu'il a a vu fait certaines trouver quelque choses. chose. Avec Je pense qu'il a vu voilà, certaines choses, mais il a exact. peut-être amplifié. Oui, Peut-être qu'on lui a donné des fonds en échange de c'est manière à le premier amplifier les putaclic choses. c'est le premier putaclic de l'histoire, tu vois. Bah, il y a une chose drôle, par exemple, c'est aussi euh, des fois dans des effets miroirs, la première dépêche de 65 sur Arras-le-Château, c'est un monsieur Salomon, qui s'appelle Salomon, de journaliste de la dépêche. Rien Ça, que c'est ça, assez drôle d'accord, quand ok, même. Rien ok. que le nom est assez drôle déjà. Oui. On est dans le prieuré de Sion avant l'heure. Ah bah voilà, c'est ça. Ouais. Donc excuse-moi. Euh, Non, 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 il n'y a pas de quoi. Donc, Roger Lemoyne a-t-il abouti à une crypte? S'agissait-il peut-être de déclencher une rumeur dans la région pour l'exploiter quelques années plus tard? Parce qu'il y avait une lutte terrible, en fait, qui opposait les différentes factions au sein des ordres néo-templiers à l'époque, justement. 65, on est à la même époque.
Et pourquoi? Parce qu'en fait, justement, en quelque sorte, il y avait une lutte terrible, donc voilà, et ça permettait aux Américains de maintenir leur contrôle. Et c'est seulement en 64 que des fouilles officielles sont déclenchées par le pouvoir gaulliste, qui revient, De Gaulle revient, tentant tant bien que mal d'en finir avec l'occupation américaine dans tous les domaines, et plus particulièrement maçonnique et néo-templier et occultiste. Et ce qui est drôle, c'est qu'en 65, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, c'est l'interdiction des fouilles de Rennes-la-Château. Et oui, il y a peut-être un lien. Pourquoi pas lancer la rumeur d'une crypte secrète en formant non pas un trésor, mais les archives de l'ordre du Temple. Voilà. Qu'on retrouve au château des Veilleurs, Gisors et d'autres lieux. En 62, donc, Gérard de Sède publie aux éditions Julliard Le vieil homme et la terre. Et là, Gérard de Sède raconte sa rencontre avec Roger Lemoy. Alors, ce dernier lui relève qu'il a trouvé quelques années auparavant une galerie sous le donjon de Gisors, une crypte enfermant donc 30 coffres, mais incompris des autorités, bien sûr, il n'a pas réussi à les persuader, etc. Cette partie donc de ce livre se décompose en deux parties. La première donc, nous livre l'histoire du Lord du Temple. La seconde est consacrée aux connaissances gnostiques des Templiers, la question de leur survie, donc Maître Rosselin, Fabré Palapra, aussi du lieu où seraient cachées les archives. Et puis en trois, la dernière est intitulée Le secret de Gisors. Et le livre est suivi de deux annexes, dont la première est Point de vue d'un hermétiste. Et qui est l'hermétiste? Mais c'est Pierre Plantard. Et donc, nous sommes peut-être en phase, on voit peut-être la phase de plusieurs opérations. Une opération occultiste donc, visant à créer un égrégore templier, mais là, il ne s'agit pas d'instrumentaliser le peuple, il s'agit ici d'instrumentaliser le peuple, peut-être avec l'affaire Gisors. Alors que on a peut-être voulu manipuler une élite au château des Veilleurs, trier sur le volet. Il s'agit d'une opération politico-occulte. Il s'agit aussi de révéler l'existence d'une société secrète non nommée pour l'instant, qui dirigeait l'ordre du Temple, survivant à la destruction de ce dernier. Gisors donc cachait des archives depuis plusieurs siècles. Sa découverte et le fait d'une opération visant en fait à les mettre en lieu sûr, peut-être en Suisse, permet de réactiver cette société secrète, seul commandement possible en fait permettant une résurgence authentique néo-templière. Ah ouais. Or, l'un des chapitres du livre de Gérard de Selles s'intitule Le Vaudeville. Il est consacré aux ordres néo-templiers. On peut y découvrir une couverture de la revue C'est-à-dire, où on voit un néo-templier qui, à cheval, qui tue de sa lance un animal dont la queue représente le marteau et la faucille, et le visage d'un intellectuel de gauche qui laisse comprendre que le trotskiste, en fait, qui était trotskiste, Gérard de Sède pouvait penser des ordres néo-templiers. Pour lui, c'était presque, il s'agissait d'ordres néo-chevaleresques, mais simplement policiers du système, en quelque sorte, peut-être. Plantard, donc, qui était ex-membre du Grand Orient, aurait été recruté d'ailleurs au sein de Memphis Mizraïm, mais ce serait au sein d'une loge martiniste où aurait siégé Robert Ambolin, donc de Memphis Mizraïm, Vincent Planck, créateur de la loge Opéra, et le Veilleur, initiateur de la résurgence templière, que le montage du prix érection aurait opéré peut-être. Dans les Templiers sont parmi nous, Pierre Plantard avait livré un circuit, un triangle. Chacun des trois sommets représente une ville. Il y a Mantravel, Jarnac et Gisors, ayant pour centre Bourges. On voit aussi qu'il y a, pas loin de Bourges, Jacques Coeur. Hein. On n'est pas loin de tout ça, l'hôtel allemand, tous ces organismes sont réunis, avec Fulcanelli, tout ça. Hein. Oui. Alors, 2 ans après l'apparition du livre, Sophie de Sède revenait avec des documents concernant une étrange affaire qui s'était déroulée dans un petit village de l'Aude, Rennes-le-Château. Pour éviter d'être pris de court, Pierre Plantard se serait rendu dans la région avec Philippe de Chérizet pour enquêter à son tour et monter un nouveau scénario, toujours en lien avec son circuit. Et là, il avait des parts il avait des parts à Rennes-le-Château. Hein. Dans l'interview de Jean Chauvet, il explique que justement, il avait des parts, hein, le roi perdu. Il l'avait appelé le roi perdu. Et
Il y a également aussi une note sur le document Le Serpent Rouge. Le Serpent Rouge qui représente en fait tous les aspects d'un document de synthèse destiné à être lu par des personnes possédant un certain niveau de connaissance sur l'affaire de Rennes-le-Château. Le document seul, en fait, ne peut pas fournir, ne fournit pas le lieu de la cache, bien sûr. Mais ce document s'apparente à une initiation de terrain, on va dire une feuille de route, euh, on va dire qui a une carte de trésor en quelque sorte. C'est pas la chouette d'or, hein. La chouette d'or, elle a été trouvée. Ah oui, oui, c'est vrai, oui, oui. Oui. Juste, c'est vrai. Alors l'un des pans de l'affaire, en fait, c'est une quête donc initiatique sur le terrain qui aurait été orchestrée donc par un groupe de personnes très au fait. D'ailleurs, cela rejoint Daniel Dugès, voir son livre Rennes-la-Château, donc un chapitre maçonnique secret, qui est aussi intéressant, parce que lui, il aborde ce côté-là, justement. Alors, si c'est un faux manifeste, peut-être que Plantard savait tout dès 1965, et il s'est évertué, en fait, à nous raconter sa quête par le biais de différentes ésotériques propres. Et puis, bon, c'est quand même le fils, peut-être qu'il a été initié, c'est le fils spirituel de Paul Lecourt, d'Atlantis, hein. Et donc, Atlantis, qui est poursuivi plus tard par Jacques Darès. Je fais cette salutation d'ailleurs à Romuald Cassio, qui a aussi fait sur Arsène Lupin, et, justement dans Atlantis, il a œuvré dans Atlantis. Plantard aurait tenté d'exprimer tout au long de sa vie, on va dire, une volonté puissante de révolutionner un monde à la dérive, de le guider, et il veut le transformer en fait en cité idéale. C'est un peu ça le nouveau templarisme. Et puis une nouvelle Atlantide surgissant des eaux en ce début de l'ère du Verseau. Tu vois. Paul Lecourt, donc, il fonde cette société d'études atlantéennes en 1926 avec Roger Devigny. Et cette société s'exprime dans la revue les études atlantéennes, dans des conférences à la Sorbonne. Et en 27, il quitte la Société des études atlantéennes pour créer l'association, la revue Atlantis. Voilà. Et là, en 37, il publie l'ère du Verseau. Et puis, Paul Lecourt, donc, se présente comme héritier du groupe ésotérique du Héron du Val d'Or, de Paray-le-Monial, dont a beaucoup parlé aussi Christian Doumergue, hein, dans des conférences aussi, Gino Sandry aussi, je salue également. Donc c'est un ordre donc, qui avait été créé par Alexis de Sarachaga au XIXe siècle, et Paul Lecourt enseignait que le christianisme en fait pouvait provenir de l'Atlantide. Et donc là, on revient au pré de Sion avec la fleur de lys. La fleur de lys, où cette tradition spirituelle viendrait de l'Occident, en quelque sorte. Et avec Pierre Plantard, en fait, on peut dire que les Atlantes sont parmi nous. C'est plus les Templiers, c'est les Atlantes. Les Atlantes sont parmi nous. Et oui, parce qu'il embrassait totalement la vision de Paul Lecourt d'une Atlantide occidentale, liée aussi à une nouvelle chevalerie du Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel, c'était très important pour lui. Voilà. Et on voit aussi que finalement, il y a un autre lieu en Brocéliande, à l'église de Trahentoc, l'église du Graal, qui a inspiré totalement Plantard, puisque Geneviève Zepfel, qui était une médium de l'époque, hein, a complètement inspiré Plantard, puisque quand il était petit, eh bien, en âge scolaire, eh bien, il a pu la rencontrer. Les épouses Zepfel venaient à Pimpon. Et donc, elle avait fait une chambre d'hôte dans les années 27-28. Ça s'appelait le manoir du Tertre. Et, euh, et donc, en fait, c'est de là qu'il reprendra plus tard comme symbole du prix Érection la fleur de lys et la croix du Sud qu'arborait donc Geneviève Zepfel. Et bon, à l'époque où il s'appelait Pierre de France, voilà, avec la revue Vaincre. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire en fait sur cette sorte de manipulation ou cette orchestration en fait mêlée entre Gisors, Rennes-le-Château, le château des Veilleurs, le lit des Veilleurs, et puis tout cet organigramme là et Lyon, les loges de Lyon, loge Villarmoz, et puis les pouvoirs gaullistes. Ça a été, on a très peu parlé de ça, enfin peu en ont parlé, et c'est vrai que là c'était l'occasion justement d'évoquer tout cela d'une manière un peu complexe, hein, enfin, et d'aller vraiment dans les détails pour comprendre, même si c'est très dense. Oui, mais c'est dense, mais Mais c'est détaillé. on pourra Ah, il va écouter, falloir écouter on parce pourra que écouter deux, oui, trois fois pour bien ah non, non. comprendre tout.
Ah non, mais je crois que ça apporte des clés qui, comme tu dis, ne sont jamais vraiment divulguées au grand public, comme ça en C'est tout ça. cas, ni dans des écrits forcément, hein, parce que voilà. Enfin, merci d'avoir éclairé un petit peu les lanternes des gens, des cherchants, hein, comme je dis toujours, Et oui, oui, des personnes qui, voilà, qui veulent se lancer là-dedans en faisant toujours, bien sûr, gaffe, parce que voilà, on le sait bien sûr. on peut s'y perdre, on peut se brûler les ailes, et c'est aussi pour ça que voilà, notamment il y a des choses qu'on n'a pas dit ici en Oui, détail pour éviter voilà tout problème non seulement à mon invité, tout problème aussi à d'autres personnes qui pourraient aussi être de toute façon interliées à tout ça. Est-ce que ce serait pas exactement. finalement Rennes le Château, tout ça, ce serait pas un peu une manière parce que je crois que tu as évoqué un truc là-dessus. Oui. Dis-moi si je suis complètement à côté de la plaque, hein. Mais une sorte de recrutement à ciel ouvert, c'est un peu comme une sorte de via les médias, comme tu dis, Eh oui, faire une sorte de résurgence de néo-templiers, hein, qui seraient peut-être c'est endormis, hein, qui ne seraient peut-être plus en contact, hein, voilà, comme si on a perdu l'agenda des copains. Et finalement, via un événement comme Rennes-le-Château, ou en tout cas un soi-disant trésor matériel pour le coup, hein, à l'époque, une sorte de recrutement, mais encore une fois en interne, hein, mais via une diffusion, enfin c'est un moyen de diffusion, enfin, je veux dire, ben, c'est là où je rejoins aussi ben, ce que aujourd'hui il y a plein dit de... Jean-Patrick Portal, Ludovic Richer et Gino Sandry, où Ouais, se rejoint sur cette thèse-là, justement, c'est intéressant ça. peut-être d'une. Et puis Jean-Pierre Montaigne aussi, qui connaît très Ouais. très bien le dossier sur l'imaginal, et puis il sait Ah oui. très bien que justement toute la tradition du veilleur il vient du surréalisme, justement. Donc ça, c'est des personnes aussi qui ont contribué, même si ils ne peuvent pas parfois le dire ouvertement, je vais faire des Mhm. conférences fermées, Mhm. Bien sûr. voilà. Mais dans certains milieux de Rennes-le-Château, en tout cas, on tend vers ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je pense Intéressant. aussi, ouais. Oui, oui. Intéressant, intéressant. Et j'en ai beaucoup parlé aussi avec Jacques Raven. J'ai fait cette interview il y a pas longtemps, là. Oui. Il est tout à fait aussi d'accord avec tout cela. Il est passionné aussi par les veilleurs, le château des veilleurs, tout ça. On a beaucoup discuté. D'accord. Magnifique. Oui. Ben, ben, tant mieux, on se sent moins seul du coup. Eh oui, 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 oui. Oui, oui. Bah, il s'était intéressé aux travaux de mon grand-père aussi Ah, et tout cela, ouais. Ouais. c'est quand même, c'est comme, Ben, c'est le dernier vivant en fait de toute cette époque-là, c'est ça, c'est un pilier quoi. Avec Ah ouais. Guitarade, Ah oui. parce que tous sont décédés C'est hein, c'est vrai. depuis. C'est vrai. Alors, les seuls plus anciens, finalement, c'est Jean-Luc Chomeil et Jean-Pierre Montels, Oui. qui, eux, sont les plus, on va dire, les plus récents, on va Qui, dire, qui ont connu aussi cette période-là aussi. qui était jeune à l'époque et du coup voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. Qui ont encore la chance de pouvoir parler, voilà, s'ils veulent Mhm. aujourd'hui. Mhm. Ou en tout cas, je sais que tu l'as aussi interviewé d'ailleurs, Monsieur Oui, 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 oui. Chaumeil. Oui, 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 oui. Bah, C'est j'ai eu pas mal de monde, hein, Paul Saucès, Christian Attard, Dugès, Paul Saucès, tous ceux, Jean-Patrick Portal, voilà, c'est ça. pour la Gazette de la Château. Voilà. Exactement. Ben écoute, en tout cas, ben, grand merci. C'est vrai que ça peut paraître, comme tu dis, c'est dense en fait. C'est même pas que ça peut paraître, c'est dense. Ça peut paraître complexe comme ça, mais voilà, je crois que pour les personnes qui s'intéressent de toute façon à ces sujets-là, et cette chaîne était faite pour ça. Je parle au passé. Enfin, elle est toujours Mhm. faite puisque les vidéos ne vont pas disparaître, hein. Il faut le savoir. Tout va Les- disparaître. Non, les- Ah oui, ben ça, de toute façon, un jour, YouTube va tout effacer, c'est certain. Surtout des chaînes comme la tienne et la mienne, mon cher Mike. Ce n'est pas intéressant pour le grand public. Mais qu'advienne que pourra, de toute façon, on sauvegardera tout ça, et tout ça sera encore disponible via l'un ou l'autre réseau, J'ai via aussi une chaîne qui s'appelle les Tablettes d'Émeraude, que j'ai ah créée oui, justement pour faire concire, on va dire, une sorte de tous les backup. témoignages. Ouais, ok. Voilà. Ouais. Voilà. Ah bah, je mettrai de toute façon tout ça en lien, Voilà. bien entendu. Et tu as aussi d'ailleurs donné, effectivement, comme tu disais au début, des interviews pour la Gazette de Rennes-le-Château. Euh, et donc voilà, on salue d'ailleurs Johan. Johan, oui. Et voilà, exactement, hein, avec qui je vais faire une interview, mais voilà, c'est un peu tombé à l'eau.
Mais bon, Bientôt peut-être. advienne que C'est- pourra. Peut-être qu'on se rencontrera un jour. Voilà, bon, bref. En tout cas, Mike, merci beaucoup pour, encore une fois, tes Avec plaisir. Merci pour éclaircissements. l'invitation, en tout cas. Ouais. Voilà, et il comprendra qui comprendra. Et voilà, c'est intéressant. Mais ça vous donne encore une fois, enfin là je m'adresse aux auditeurs, ça vous donne la complexité en fait de ce labyrinthe, Mhm. de tous ces serpents, hein, j'ose dire le terme, de tous ces serpents rouges qui Ouais. s'entrecroisent. Et c'est Avec des pour pommes ça. bleues. Ah oui, Des bah là, pommes avec bleues une aussi. bonne pomme bleue, miam miam, bien mûre, mais surtout que, Oui. voilà, c'est un labyrinthe, Des pommes bleues de la Golden Dawn. c'est presque inhumain. Encore une fois, c'est presque inhumain quand je dis inhumain, c'est vraiment la complexité. Et alors, étudier tout ça, quoi. Je veux dire, enfin, ouais, C'est c'est très des mots, complexe. Ouais. c'est des mots de tête et des mots de tête, à moins Ah que, oui. comme toi ou comme d'autres, suivent tout ça depuis très longtemps. Et à ce moment-là, ben, J'étais un peu dans le chaudron, en quelque ça devient un sorte. peu plus simple, hein, voilà, et voilà. J'ai un peu grandi avec tout ça. Je Mais suis oui, mais intéressé très jeune à tout ça, c'est vrai. c'est passionnant en tout cas, bravo et bravo surtout à ton papa, ton grand-père aussi, à qui je fais un coucou, hein, voilà, si jamais il entend Oui, la vidéo, mais vraiment voilà, non, je pense que c'est là pour le coup, je peux le dire, un devoir de mémoire. c'est ça. Voilà, c'est vraiment ça, C'est parce que remettre parce qu'après nous les en mouches, hein. mémoire et dans ce Oui, qui a été oublié, quoi. Hein, après nous les c'est ça. mouches, hein, j'ai envie de te dire, je crois que chez les plus jeunes, ça devient de plus en plus rare, voilà, de s'attarder à Ouais. tout ça dans un monde qui va de plus en plus vite. Voilà. Ben, il y avait une maxime du veilleur, c'était la voix qui est la voix, Oui. mais qui n'est pas la voix, mais qui est la voix. D'accord. Ok. Compagnie pour là aussi. Magnifique. Non, non, J'ai mais dit. voilà. Et on est partout. Et non novice. Voilà. Bah, Mike, merci beaucoup. Ben, Euh, c'est moi qui te remercie. et Voilà. vraiment, Et puis, bon, allez voir quand même les châteaux en Espagne, surtout à oui, Ponferrada. Voilà. Je exactement. vous conseille. Ouais, de toute façon, j'ai mis plein d'illustrations, vous l'avez vu, donc ça a été assez bien documenté. Merci à toi pour ces documents d'ailleurs, hein, c'est surtout Avec toi. plaisir. Et donc, grand Et puis, merci. on voit que des résurgences templières, Oui. c'est peut-être maintenant, en nom du veilleur, eh bien, c'est Piob. Là, j'ai une édition de 1937, le Ah, rituel de haute magie. Et Piob est on va dire, c'est peut-être ce qui va arriver d'ailleurs, parce que depuis que Patricia Daré, dans le dernier, la révélation des Templiers, elle parle de Piob, hein, il a eu un boom des ventes. Mais les premiers qui en ont parlé, c'était Gino Sandry et mon grand-père Guithieu, voilà, sur Piob. Il faut revoir aussi certaines interviews qui ont eu lieu dessus. oui. Mais de Voilà. toute façon, Mais tout ça en Piob lien. est un élément de compréhension aussi pour la résurgence templière. D'accord, Voilà. ok. Ouais. Ok, magnifique. Oui, de toute façon, Pierre Vincenti Piob. Voilà. d'accord. De toute façon, c'est clair que il faut se documenter, il faut continuer à s'abreuver de tout ça si ça vous intéresse, bien entendu. Et je crois que c'est passionnant, hein, il y a rien à faire, c'est passionnant, puisque de toute façon, encore une fois, on retrouve des liens, des analogies, des effets miroirs dans toutes ces affaires, et c'est ça qui à la fois est prenant, à la fois aussi prise de tête, hein, c'est clairement, mais c'est prenant, mais oui, mais encore une fois, c'est prenant si on est vraiment ouvert à tout Bon, c'est ça. passionnant aussi quand Comme toutes vraiment les... on va dans les arcanes et on s'y attend pas forcément. C'est vraiment des effets miroirs aussi, hein. Comme Rennes-la-Château, c'est très complexe, hein, comme l'affaire de Rennes-la-Château. Mais je crois que ça donne quand même de toute façon des éclaircissements sur justement et Rennes-le-Château et Gisors et compagnie. Et là, Exactement. on comprend On comprend mieux mieux. les tenants, les aboutissants, voilà, Mhm. de certaines choses. Et bon, bref. Voilà, mon cher Mac, donc à tout ou bientôt, chers auditeurs, la semaine prochaine. Il y Merci. a encore des émissions, hein, il y en a encore quelques-unes avant qu'on arrête. Bien entendu, que j'arrête les Sentiers du Réel pour reprendre Enigma Mundi. Tout bientôt, je pense que ce sera au mois de mars. Voilà, ne vous inquiétez pas. De toute façon, je l'ai annoncé dans l'émission de Paul Ponceau à la fin, si vous avez écouté. J'ai dit que des intervenants reviendront peut-être dans certains sujets que je traiterai. Voilà, ça pourrait éventuellement appuyer certaines thématiques et ça pourrait être marrant. Salutations à Paul aussi, Voilà, ses Paul, bien travaux sur la entendu. Tartarie. Euh, Exactement. Oh, voilà, ça c'est un sujet, mon Dieu, Tartarie, où c'est je sans m'intéresse fin. beaucoup à cela C'est aussi. très, très, très Très, important. très Très, 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 intéressant. Ouais. très important. Voilà. Et Ouais. justement, qui pourrait certainement relier tous les sujets que tu viens de nous C'est traiter, vrai. cher Mike. Ça, Ben, j'en sur suis les effets certain. miroirs, hein,
sur voilà, l'effet miroir avec le exact. phénomène ovni. On rejoint la Tartarie aussi. Exactement. Et l'origine des civilisations, etc. Exactement, c'est ça. Voilà. Mike, à tout bientôt. Et écoute, continue, Et j'espère, merci à pour toi et toi aussi. 2025, encore Oui, des interviews. oui, Pourquoi pas des conférences, de toute façon, voilà. bien sûr. On mettra les liens dans la description. Moi, je dis à Merci. tout bientôt aux auditeurs. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, faites ce que vous voulez. À tout bientôt. Ciao, ciao. Salut. À bientôt. Je tenais à remercier les donateurs, et si vous aussi vous voulez soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez passer par la cagnotte Litchi ou faire un don ponctuel via PayPal. Vous désirez découvrir des émissions en avant-première et du contenu exclusif, alors cliquez sur le bouton rejoindre et vous accéderez au club des sentiers du réel. Merci, à la semaine prochaine.